Et si le secret du bonheur norvégien, c'était leur rapport au travail? On l'a tous entendu. La Norvège est l'un des pays les plus heureux du monde. Mais pourquoi? Quel est leur secret? Après 18 mois de vie à Oslo, je commence à entrevoir quelques réponses. Et j'ai décidé de les partager avec toi dans une série où je mêle mes expériences, mes recherches et mes réflexions. Pour qu'on découvre ensemble ce qui rend ce pays si particulier. Ses avantages, ses limites et ses contradictions aussi. Aujourd'hui, on commence par ce qui m'a le plus marqué, le rapport au travail. Parce que derrière la qualité de vie norvégienne, il y a une manière de penser le travail qui, je trouve, est radicalement différente de celle que j'ai connue en France. Dans cet épisode, je vais aborder les thèmes suivants. Les horaires et l'intensité du travail, la confiance et l'autonomie au travail, les relations avec les collègues et la hiérarchie, l'équilibre vie pro, vie perso, pour finir, la perception du succès. Mais avant de parler du modèle norvégien, je te donne un petit peu de contexte. Je m'appelle Ambre, j'ai 26 ans, je suis consultante en mitigation du changement climatique et depuis mai 2024, je vis et travaille à Oslo, en Norvège. Pour comprendre le rapport au travail norvégien, il faut commencer par la base, les horaires. En Norvège, les horaires typiques sont de 8h à 16h, du lundi au vendredi pour le travail de bureau. Une pause déjeuner assez courte, de 30 minutes par jour, ce qui fait des semaines de 40 heures si on compte les pauses repas ou de 37,5 heures si on ne les compte pas. L'employeur a le choix de comptabiliser les 30 minutes de repas comme du temps de travail ou comme du temps personnel. Et en fonction de ça, le contrat sera de 40 ou 37 heures et demie. À Paris, pour moi, en général, dans le même type de travail de bureau, je commençais à 8h30, 9h et je finissais entre 18h et 19h, soit environ 9h30 de travail par jour. Je faisais 40,7 heures par semaine, avec les repas, ou alors, si on enlève 1 heure de repas par jour, 42,5 heures. Rien qu'avec ça, on comprend qu'en Norvège, et ça ne va pas vous surprendre si vous êtes un petit peu déjà intéressé au sujet, on travaille moins d'heures qu'en France. En France, les journées sont plus longues. Les pauses repas aussi. On pouvait avoir des pauses repas de 1 heure à 2 heures. Sur cette pause repas, au cours de la journée, quand on a un contrat cadre, ou en tout cas une certaine liberté de travail, si on va se poser, prendre un café pendant 20 minutes dans sa journée, et prendre un peu un temps pour se reposer, ça va permettre à notre esprit, en sortant de son ordinateur et de ses projets, de prendre du recul et potentiellement, au moment où on rouvre son ordinateur après notre pause, d'être beaucoup plus efficace et d'aller exactement là où on veut. Alors que là, j'ai l'impression qu'en Norvège, souvent, quand on est tout le temps en train de faire des choses et qu'on a envie de se dire j'ai pas envie de rester tard, donc je dois vraiment finir ça avant 4 heures, on a moins ce temps-là de prendre du temps et de se dire bon, je m'assois et je pense. Voilà, peut-être aller faire une course, faire une séance de sport, revenir au travail et finir plus tard. À la fin, peut-être qu'on aura travaillé autant en Norvège qu'en France. Et quand on rentrera chez nous en France, on aura à peu près fait toute notre to-do de la journée, pro comme perso. Alors qu'en Norvège, à 16 heures, on a encore le sport, on doit aller faire des courses. Finalement, c'est plus une différence dans la manière de penser le temps que la quantité de temps passé dans certaines choses. Et ce n'est pas qu'une question d'horaire, il y a aussi une culture de la confiance qui est au cœur de la vision du travail en Norvège. Un exemple qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait qu'on puisse s'auto-certifier quand on est malade. En Norvège, si on est malade, les 3 premiers jours, on peut rester chez soi, continuer à gagner son salaire, mais ne pas travailler sans avoir besoin d'aller chez le médecin. On va se sentir mal, on va rester chez soi. Au bout de 3 jours, si on ne va toujours pas mieux, là, on doit aller chez le médecin, avoir un certificat médical, un arrêt de travail si besoin. Et on peut utiliser ce droit à l'autocertification 4 fois par an, donc 3 jours, 4 fois par an. Comment ce que tu es en train de te dire là, mais les gens ils doivent abuser complètement de ce système. Alors oui, peut-être. Il y a peut-être des gens qui en abusent et qui se déclarent malades quand ils ne sont pas malades. Mais quelque chose que j'ai remarqué en Norvège, c'est que la confiance, elle est souvent dans les deux sens. Les gens n'abusent pas. Ils veulent garder cette confiance mutuelle pour garder ses droits. Il y a aussi beaucoup de confiance dans la manière dont on fait le travail. Peu importe son rôle, on va avoir une tâche à faire et on va être laissé très libre de la manière dont on le fait. Tant que c'est fait dans les temps, beaucoup plus de responsabilisation individuelle et d'autonomie dans le travail qui est plutôt agréable. De manière générale, comme en Norvège, comme en France, une fois qu'on est en CDI, il est quand même très compliqué de virer un employé à part pour vraiment faute grave. Les Norvégiens cherchent vraiment à avoir confiance dans leur personnel. Comme il y a cet énorme besoin de confiance, les gens sont assez réticents à donner un emploi à quelqu'un quand ils ne sont pas assurés en amont qu'ils peuvent lui faire confiance. Et pour s'assurer qu'ils peuvent faire confiance à cette personne, ils vont chercher ou à voir qu'il a travaillé dans d'autres entreprises en Norvège ou d'autres institutions en Norvège et que cette personne leur a été recommandée par des connaissances, par leur réseau. On va souvent
nous demander d'apporter des recommandations de 2 ou 3 employeurs. Les personnes vont pouvoir appeler pour, si les entretiens se sont bien passés, pour confirmer qu'on est une personne de confiance. L'enjeu, quand on est un étranger, c'est qu'on arrive souvent en Norvège sans expérience norvégienne et sans réseau norvégien. Et donc on n'a pas forcément ce bagage qui nous permet de justifier qu'on peut nous faire confiance. Donc des personnes qui ont vraiment bien réussi en entretien, qui ont toutes les compétences nécessaires, mais qui n'auront pas forcément un réseau, ça va limiter leur possibilité de trouver du travail. Des manières de contrer ça, des personnes qui se mettaient en indépendant et qui travaillaient d'abord en tant qu'indépendant, en freelance, donc avec ces entreprises-là, donc c'était encadré par un contrat de court terme, ils pouvaient voir un petit peu si ça marchait bien de travailler ensemble. Et là, une fois que la confiance était gagnée, ils pouvaient potentiellement envisager d'avoir une place permanente dans l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent parfois gratuitement, qui vont chercher à faire du travail gratuit, bénévole, etc. pour concrètement leur engagement et le fait qu'on peut leur faire confiance avant de pouvoir avoir un emploi permanent. Et aussi, en Norvège, il y a souvent des endroits, en tout cas pour les personnes qui sortent d'école, c'est rare d'avoir un CDI directement. J'ai pas mal d'exemples qui montrent que des personnes ont eu un CDD qui est prolongé à plusieurs reprises avant d'avoir un CDI. Et cette confiance, elle s'inscrit également dans les relations avec la hiérarchie. En Norvège, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'importance du titre, du nom du poste. Le nom de son poste ne va pas forcément dicter ce que la personne peut faire ou ne pas faire. On dit souvent qu'en Norvège, les hiérarchies sont beaucoup plus plates. Et donc déjà, les niveaux de salaire sont beaucoup moins importants. Donc quelqu'un qui vient d'entrer après un master par exemple, ou même une licence, et un grand directeur dans l'entreprise, l'écart entre ces salaires-là est moins important que pour des postes égaux en France. Et les décisions vont se faire de manière collégiale, en collectivité. Ce qui va donc avoir l'avantage de prendre en compte, en considération beaucoup d'éléments, mais ce qui va avoir comme limite d'avoir des processus beaucoup plus longs et de limiter en fait la prise de décision finale parce que personne ne voudra forcément trancher et prendre le dessus dans la négociation. Et un autre élément qui change au bureau, c'est les relations avec les collègues. Comme je le disais sûrement plus tôt, il y a beaucoup moins de moments de socialisation dans le temps de travail. On va avoir nos 30 minutes de repas et pas forcément de pause café où on va pouvoir discuter avec ses collègues, que ce soit de projet ou de notre vie personnelle. Et ces moments de socialisation, ils se font en dehors du travail. Au moment du club de sport, à l'école avec les parents d'élèves, à la maison, avec la famille, les amis, etc. Et donc, j'ai l'impression que le travail a un rôle moins socialisant en Norvège qu'en France. Et c'est peut-être lié aussi au fait qu'en Norvège, les gens sont beaucoup moins intrusifs dans la vie privée, donc on va poser beaucoup moins de questions sur les gens. Et donc l'avantage, c'est que les heures de travail sont vraiment consacrées au travail, qu'on peut être plus efficace, rentrer plus tôt. Le désavantage étant que on a moins cette relation interpersonnelle, je trouve, avec ses collègues, parce que le fait qu'on n'ait que 30 minutes pour manger, en 30 minutes, on n'a pas forcément le temps d'aller profondément dans certains sujets. Je me souviens qu'en France, une heure et demie, voire plus, on avait le temps de manger tranquillement et après de s'asseoir, prendre un café, de discuter, que ce soit de projets ou de choses personnelles. Mais ça nous permettait de connaître un petit peu plus en profondeur les gens avec qui on travaillait. Ça permettait aussi d'avoir une autre manière de réfléchir le travail. Dans une pause café, on pouvait parler d'un projet ou d'une expérience passée et se rendre compte que notre collègue avait quelque chose de similaire qui pourrait apporter quelque chose d'important pour le projet sur lequel on est en train de travailler, ou avait une autre opinion sur un sujet et qu'on n'avait pas eu cette discussion un petit peu spontanée, on ne se serait pas forcément rendu compte de ça dans une réunion classique. Et ça me permet d'aborder le sujet équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et en Norvège, on est vraiment à l'archétype de cet équilibre. Donc le temps professionnel, 8h, 16h, le temps personnel, 16h, jusqu'à la fin de la journée. Le travail n'est pas au centre de la vie. On travaille pour bien vivre, pas pour mériter de vivre. Donc il n'y a pas forcément cette pensée de il faut travailler dur, il faut faire des études dures, aller en prépa, il n'y a pas l'équivalent de la prépa de toute manière, pour avoir un bon travail, un bon salaire, des bonnes responsabilités, c'est comme ça qu'on va mériter son temps libre. Il y a vraiment cette idée-là de le travail est là, on en a besoin, on veut avoir un salaire pour pouvoir financer sa vie personnelle, acheter un appartement, aller en vacances. Et donc on veut une situation confortable. Et donc les valeurs de la santé mentale, de l'équilibre, du temps libre sont beaucoup plus importants qu'en France. Ça me permet d'aborder un sujet qui est aussi le fait, peut-être que je l'abordais un petit peu plus tôt, que les contraintes personnelles sont aussi importantes que les contraintes professionnelles, voire plus. Les parents qui doivent aller chercher leur enfant à 15h, mais en fait, il n'y a pas de débat, c'est la famille et le temps libre est aussi important, voire plus, que le temps au travail. Ton enfant est malade, que tu dois aller chercher à l'école alors qu'il y a une réunion importante, tu vas y aller, tu vas pas appeler, on va pas te reprocher d'y aller. Les congés parentaux.
En Norvège, le père et la mère ont le droit à autant de temps, 1 an de congé parental, qui est à répartir entre les deux parents. Et chacun des parents a l'obligation de prendre minimum 3 mois. Et après les 6 mois restants, ça peut être la mère qui prend tout le reste, donc 9 mois, 3 mois, ça peut être 6 mois, et c'est les couples qui choisissent. Mais ce qui fait que la charge, entre guillemets, de la parentalité est beaucoup plus répartie. Et aussi, quelqu'un qui va recruter une femme ne va pas forcément se dire ah, peut-être que je vais favoriser un homme parce que cette personne va potentiellement avoir des enfants, donc des congés maternité, donc être moins là, je vais devoir la remplacer, etc. Parce qu'il aura le même problème avec un homme. Le travail s'accorde beaucoup plus avec le temps personnel. Il y a beaucoup moins de choix à faire entre carrière et vie de famille. On peut avoir une carrière, avoir des responsabilités, finir à 4 heures et aller chercher des enfants à l'école et faire des activités extrascolaires, etc., etc. On n'a pas forcément besoin de choisir parce qu'on doit rester très tard au bureau, avoir une babysitter, avoir son ou son épouse qui travaille moins pour s'occuper des enfants. Et donc, bien sûr qu'il y a sûrement des cas où c'est pas une égalité parfaite, mais de manière générale, la manière dont le travail est pensé, organisé et géré légalement permet beaucoup plus cette égalité qu'en France. Ça me permet d'aborder le dernier sujet de cette vidéo qui est la perception du succès. En Norvège, j'ai l'impression que le succès va davantage se percevoir dans la qualité de vie qu'on a plutôt que dans le titre ou les études qu'on a fait. En France, j'ai quand même l'impression que le nom de son poste, le nom de l'entreprise dans laquelle on est beaucoup plus important. C'est comme ça qu'on va briller en société et que les gens vont nous donner de l'importance. En Norvège, peu importe le travail qu'on fait, c'est bien sûr que selon les milieux sociaux, on va avoir des différences de considération, mais elles vont être beaucoup moins importantes. C'est qu'à partir du moment où les gens ont un travail, sont contents dans leur travail et dans leur vie, on va considérer qu'ils ont réussi d'une certaine manière. Moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est vraiment la non-importance qu'on donne au nom du diplôme. C'est qu'en France, dans mes expériences professionnelles passées, on me demandait souvent le nom de mon école, le nom de mon master. C'était quand même très important. Et selon le nom de son master ou le nom de son école, notre salaire d'entrée et pendant plusieurs années dans l'entreprise allait être différent. En Norvège, déjà, on peut trouver des emplois qualifiés de bureau en ayant une licence, donc pas forcément un master. En France, bon courage. Si vous voulez être consultant ou rentrer dans n'importe quelle entreprise sans un master, enfin, pour moi, c'est complètement. Je ne l'imaginerais même pas. Je pense que les recruteurs non plus. En Norvège, on peut avoir accès au même type d'emploi, bien sûr dans certaines conditions, avec une licence ou un master. Il y aura sûrement une différence de salaire d'entrée, mais elle pourra être rattrapée au fur et à mesure des années. Et d'un côté, je trouve ça très bien parce que, bien sûr, que le nom d'une école va dire quelque chose sur notre capacité à travailler, qualité potentiellement du travail, parce que on aura eu accès à certains professeurs, on aura travaillé dur pour rentrer dans l'école. Ça veut pas forcément dire qu'on est plus compétent que quelqu'un qui a fait une école un petit peu moins reconnue, parce que peut-être qu'il aurait été plus attentif en cours, qu'il aurait été plus impliqué dans ses stages, etc. Et ça me fait penser à quelque chose en Norvège, qui s'appelle la loi du Janteloven. Et en fait, c'est vraiment une loi implicite de l'humilité. On va favoriser le collectif plutôt que l'individu en particulier. Ce qui veut dire que par exemple à l'école, à la place de considérer que les meilleurs élèves, on va leur donner plus d'exercices, on va essayer de les cultiver leur excellence pour les faire monter dans l'élite et potentiellement être un petit peu moins exigeant avec le reste de la classe. En Norvège, on va vraiment considérer la classe comme un groupe et on va essayer de faire monter le groupe en entier. On va potentiellement réduire le niveau potentiel de certains élèves. Au lieu d'en favoriser quelques-uns qui vont être excellents, on va essayer que tout le monde soit moyen. Et ça, c'est vraiment une valeur que je trouve est très différente en France et en Norvège. Même dans le travail, on va valoriser le fait que le travail soit bien fait dans le temps imparti, dans l'équipe, plutôt qu'une personne qui va potentiellement avoir une autre idée, sortir un petit peu du cadre, être un petit peu plus inventif. Et au contraire, ça va être assez mal vu de se mettre trop en avant, de mettre en avant ses réussites, ses chiffres, c'est pas soi tout le temps, ça va être vu comme de l'impolitesse. Parce que on ne cherche pas à se mettre en avant, et on ne valorise pas le fait de sortir du cadre. Au contraire, on valorise le fait d'être moyen, d'être comme les autres. Dans la manière de s'habiller, dans les manières de se comporter, ce qui fait qu'il y a donc plus de place pour le collectif, la générosité potentiellement, mais ce qui fait aussi c'est une société beaucoup plus lisse. Et c'est aussi une manière de voir le travail, si on se repenche sur le travail, beaucoup plus lisse. On va pas forcément avoir le même degré d'inventivité. J'ai l'impression qu'en tout cas dans le travail et dans les études, il y a beaucoup moins cette idée de compétition et aussi de sélection en essayant vraiment de créer une élite. Alors, il y en a sûrement une, il y a sûrement des milieux sociaux où c'est le cas. Mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas qu'en France. Et donc, il y a aussi beaucoup moins de pression sociale dans le type de travail qu'on fait, le nom du poste, etc. Les élèves vont être aussi encouragés, comme en fait les niveaux de salaire vont pas être très différents entre quelqu'un qui travaille comme assistante sociale par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau, quelqu'un qui travaille en caisse. On va plutôt valoriser les gens dans qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu es bon,
quelles sont tes compétences. On va pas dénigrer certains métiers parce que moins d'études pour pouvoir entrer dans ce domaine. Pour conclure, quand je suis arrivée en Norvège, je pensais que les gens étaient heureux parce qu'ils travaillaient moins. Mais en réalité, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de quantité, c'était une question de philosophie derrière le travail. En France, on valorise la performance, l'engagement dans le travail, le dépassement de soi. En Norvège, on valorise l'équilibre, la loyauté et la durabilité de l'engagement au travail. Ce n'est pas un rejet du travail ou de l'ambition. C'est une autre manière de le concevoir. Le travail n'écrase pas la vie, il en fait partie de manière à part entière, au même titre que d'autres choses. Ici, on ne mesure pas sa valeur à la quantité de travail qu'on fournit, ou au nom du poste qu'on a. On ferme son ordinateur à 16 heures, on rentre chez soi, notre vie commence. Donc le secret du bonheur norvégien finalement, ce n'est pas de moins travailler, c'est de travailler à sa juste mesure, de remettre le travail à sa place. Importante, certes, mais pas centrale. Parce que quand le travail ne prend pas toute la place, tout le reste peut enfin respirer. Lors de mes recherches et de mes réflexions sur le travail en Norvège, et le fait d'être ici depuis quelques mois, me font beaucoup me questionner sur quelle place le travail devrait avoir dans une société, quelle place j'ai envie que le travail ait dans ma propre vie, qu'est-ce que ça veut dire si on veut moins de travail, qu'est-ce qu'on fait sur son temps libre, est-ce que le fait de ne pas vouloir travailler plus veut dire qu'on n'aime pas son travail, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas ambitieux, est-ce que l'ambition s'inscrit donc dans d'autres domaines de la vie. Ce sont certaines questions que je me pose et j'aimerais bien faire un épisode sur ce sujet-là. J'aimerais bien savoir, toi, où en es-tu dans ton rapport au travail? Qu'est-ce que tu aimes dans le travail en France? Qu'est-ce que tu aimes maintenant que je t'ai un petit peu décrit le travail en Norvège? Si tu as des réflexions à partager, si tu es plus avancé que moi sur ces sujets-là ou que tu es en contradiction avec ce que j'ai dit, s'il te plaît, partage-le en commentaire. Curieuse et ravie de te lire. Bien sûr, tout ce que je dis ici est lié à ma propre expérience. J'ai fait des recherches pour me rendre compte de qu'est-ce qui est singulier et qu'est-ce qui est à l'échelle de différentes entreprises, mais ça reste forcément mon avis, ma perception, que je compare à ma propre perception du travail en France. Et bien sûr, selon les situations, selon les domaines d'activité, selon la génération, tout ça peut être très différent. Donc je serais très intéressée d'avoir aussi ton avis sur le sujet et qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble en commentaire ou en message privé sur Instagram. Merci beaucoup de m'avoir donné ton temps en regardant cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je n'ai plus qu'à te dire adès. Ce premier épisode m'a permis de me rendre compte à quel point la culture de travail pouvait influencer le bien-être collectif d'une société. Mais il existe aussi d'autres piliers du bonheur norvégien. L'un d'entre eux qui me semble essentiel et assez particulier au pays, c'est la relation à la nature. Ici, la nature n'est pas un décor, c'est un mode de vie, un refuge, un équilibre dont on a besoin au quotidien. Et ce sera le sujet du prochain épisode.